on va débuter cet après-midi. Je suis ravie de retrouver un acteur de l'économie sociale et solidaire que vous connaissez sans doute, donc Thibault Lamarque de Castalli. Vous êtes le président et fondateur. Bienvenue Thibault. Bonjour, c'est Yalaria. Alors ici, on n'a pas votre retour. Je ne sais pas si ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends bien. Ah là, c'est super. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ? Je vois que vous avez une très belle présentation qui arrive. Juste en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter Castalli ? Quelle était votre mission il y a 10 ans ? Parce que vous vouliez lutter contre ce fléau des bouteilles en plastique. Et c'est surtout, je pense qu'il y a beaucoup d'innovations au sein de cette dernière décennie. Et surtout, vous avez peut-être, je pense, vous êtes en train de reconstruire une nouvelle mission. Et quels sont ensuite vos prochains objectifs ? Alors, en fait, on n'a pas, la mission n'a pas évolué en 10 ans. Hein, elle est toujours de mettre fin à la folie des bouteilles en plastique. Ça a démarré dans les hôtels, les restaurants et puis dans les entreprises. Aujourd'hui, Castalli, c'est plus d'une centaine de collaborateurs. C'est à peu près 3000 machines. On a 60% du CAC 40 qui est équipé. Et ce à quoi on est en train de réfléchir, c'est comment est-ce qu'on fait pour finalement faire évoluer cette mission de mettre fin à la folie des bouteilles en plastique. Il y a quelque chose de plus, on va dire, de plus positif qui reflète l'ensemble de notre activité, à savoir faire une eau de qualité qui préserve la planète. Et en indicateur, là, on le voit en fait sur les 2 dernières années, on a évité plus de 100 millions de bouteilles d'eau sur les 10 dernières années, dont 50 millions sur les 2 dernières. Et comment vous êtes perçu sur le marché justement ? Donc là, vous êtes beaucoup en B2B, mais je crois que vous voulez faire une incursion dans le B2C, et c'est pour ça que vous allez peut-être restructurer votre mission. Mais comment on vous a vu arriver sur le marché ? Nous, on est un petit acteur. Ce qu'on essaye de faire, c'est des produits de qualité. Aujourd'hui, on le voit sur la partie entreprise. Il y a quand même une grosse remise en cause de la qualité des fontaines à eau que vous trouvez partout. Il y a une grosse remise en cause de la présence de bouteilles plastiques dans les salles de réunion, dans les salles de board et pour les collaborateurs. Et Castalli, finalement, c'est le lien, le meilleur des 2 mondes, à savoir une machine qu'on branche sur le réseau d'eau, mais avec une qualité d'eau et une expérience équivalente aux meilleurs eaux en bouteille. Alors pourquoi c'est ça notre métier. Pourquoi une entreprise, par exemple, ferait plus appel à vous, par exemple que donc vous marchez avec un forfait avec une location, mais quelle est la différence avec des machines, par exemple, produites en Chine par rapport à vos fontaines à eau ? Si vous voulez, nous on n'a pas du tout inventé la fontaine à eau. Hein. La fontaine à eau, ça fait 30 ou un peu plus de 30 ans que ça existe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a réinventé. On l'a réinventé en la fabriquant avec des matériaux extrêmement durables, avec un filtre de grande qualité et extrêmement fin, et avec un niveau de maintenance qui permet de garantir la qualité de l'eau. Si vous prenez une fontaine chinoise que vous mettez dans un coin à côté des toilettes et dont les filtres sont changés une fois par an, ça ne pourra pas fonctionner. En tout cas, on ne parle pas du tout du même produit. Et je crois que vous voulez faire une incursion pour arriver chez les particuliers ? Alors, on va rentrer assez vite dans la vie des Français et des Européens. On lance une gourde. Donc, on a 10 ans de retard sur tous les fabricants de gourdes. Et donc, on a décidé de pallier à ce retard. Et ça, on vous en reparlera très rapidement. Et c'est quoi votre nouvelle mission ? Et écoutez, la nouvelle mission, elle est pas encore complètement figée, mais ce que je vous disais, c'est que on souhaite vraiment mettre en avant la qualité de l'eau Castalli, et donc insister sur ce point-là. On souhaite aussi insister sur l'action et l'innovation. Alors l'action, on le retrouvait dans mettre fin à la folie des bouteilles en plastique, mais on voudrait le tourner positivement. Et puis voilà. Et justement, après cette ère post-Covid, c'est quoi votre rebond pour cette année 2021 et surtout vos objectifs à horizon 2022 ? Alors, nous, on a eu de la chance sur cette période Covid. Alors la partie restauration et hôtellerie a été quand même très affectée. C'est 20% de notre activité. Par contre, sur la partie entreprise, on a continué à bien fonctionner. Donc, on a fait de la croissance en 2020. On va refaire de la croissance en 2021. Moi, le monde post-Covid, ce que j'espère au-delà de Castalli, c'est que finalement, on est muté et je le pense profondément, il y a des choses qui ne seront plus comme avant. Alors, ça mettra un petit peu de temps à se mettre en place. Je pense que
on va dire, les individus ont compris qu'il y avait des choses qui étaient importantes. Le Covid, si vous voulez, c'est un épiphénomène par rapport au réchauffement climatique. Et on a vu ce que finalement, collectivement, l'humanité pouvait faire face à un petit virus. Je pense que le défi du réchauffement climatique, il est autrement plus ambitieux et avec plus d'enjeux que le Covid. Aujourd'hui, quand on fait partie quand on a une structure qui fait partie de l'économie sociale et solidaire, quel est le rôle en fait? Parce que vous représentez 10% du PIB quand même en France. Vous voyez que on l'a vu partout dans les médias, sur BFM Business, mais aussi on l'a vu durant toute cette matinée, qu'aujourd'hui tous les plus grands acteurs, toutes les entreprises dites classiques s'engagent, se dotent d'une raison d'être, deviennent société à mission, s'engagent dans la labellisation, cette certification internationale B Corp. Aujourd'hui, comment vous voyez, on va dire, l'avenir de ce monde d'après? Une coalition, l'intelligence collective, de travailler tous ensemble? Ça, oui. Après, je pense que ce qui peut être compliqué pour le consommateur, c'est de voir la multiplication des labels. Et puis la signification qu'il peut y en avoir derrière, ce qu'il faut éviter, si vous voulez, c'est le greenwashing. Et quand je vois que il y a certaines marques parce qu'ils plantent quelques arbres se disent société à mission, moi là ça me choque profondément. Donc je pense que le marché fera le ménage et c'est aussi aux consommateurs d'acheter les produits qui ont une vraie mission. Et une dernière question un peu piquante, mais vous me lancez. Quand il y a des marques d'eau en plastique qui sont certifiées B Corp, vous en pensez quoi? Le plastique est issu de la pétrochimie. Moi, si vous voulez, j'ai pas à répondre à ce type de questions. Je pense que les marques qui se labellisent comme ça, c'est à elles de peut-être de changer leur modèle et pour aligner finalement l'intérêt de la planète, l'intérêt du consommateur et l'intérêt de la société. Ok, ça a coupé, mais merci beaucoup. Je crois qu'on doit vous laisser parce que vous avez peut-être une sortie bateau qui vous attend. En tout cas, merci beaucoup Thibault Lamarque de Castalli. Merci Cyril Ariane. On continue tout de suite avec notre, on se voit en grand, avec notre prochain intervenant qu'on aime beaucoup. Il dirige Ulule, mais en parallèle, c'est on va dire un peu un slasher. Il a été à la tête du magazine So Good qui a cartonné, notamment à cette première édition. On parle peut-être de publications, en tout cas d'achat, par exemple, semblables à Paris Match, c'est ça? Explique-nous un peu le début quand même de So Good, oui, où vous avez un peu disrupté ce marché en disant, regardez-nous, le journalisme d'impact, il est là. Oui, je suis pas certain que ce soit la posture qu'on veuille prendre en tout cas parce qu'il y a beaucoup de magazines qui existent. Vous êtes fiers quand même. Oui, on est fiers, bien évidemment. On est super content que ça fonctionne parce que ça prouve que il y a des lecteurs qui sont intéressés par rapport à ça. Et effectivement, le volume de vente de nos magazines sont assez forts et on est distribué. Le bilan alors justement. Le bilan rapidement, c'est aujourd'hui 4 numéros. Le dernier est sorti il y a maintenant une dizaine de jours. Donc on a un peu plus d'un an d'existence. Et puis, c'est effectivement plus de 30 000 exemplaires en moyenne. Le premier a vendu à plus de 40 000, donc de manière lissée là-dessus. Mais on se rend compte que ça s'est stabilisé dans à peu près 12 000 points de vente, donc dans tous les points de vente à peu près en France, malgré le Covid qui ne simplifie pas certaines ventes par rapport à ça. Et puis, c'est de plus de 20 000 abonnés. Et puis, une nouvelle campagne qui a eu lieu, qui s'est terminée il y a quelques semaines sur Ulule encore, et qui permet effectivement de se dire que c'est pas qu'un one shot et que ça continue. Et c'est plutôt cool. Mais après, il y a plein, les Oui Demain, les Socialterre, etc. C'est génial aussi. On a plein de donc, copains. Il y a plein de copains qui sont top. Et justement, on a plein de copains. Et ces copains, ils ont quand même une particularité. C'est que ce sont quand même, et je suis complètement alignée avec eux et avec vous, ce sont des fervents militants du journalisme de solution, du journalisme d'impact. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on va dire, l'ADN de So Good Magazine? L'ADN de So Good fait partie du groupe Sopress, avec Franck Hanez. Et l'ADN c'est ce qui nous a séduit à l'époque. L'ADN, c'est les 3 H, humain, histoire, humour. Donc c'est finalement d'une certaine manière notre capacité à raconter des histoires avec un ton qui soit moins anxiogène, des vraies histoires, de solution makers, qui ont effectivement avec ce ton de l'humour, parce que alors l'humour, on n'est pas là non plus dans le monde des bisounours à raconter des blagues, mais on est dans une démarche qui effectivement, on veut sortir du côté anxiogène, et c'est-à-dire qu'effectivement il existe des solutions, certaines marchent, d'autres marchent pas, mais elles ont vocation à inspirer le plus grand nombre, mais c'est vraiment dans ce sens-là qu'on va. Et par rapport à vos acheteurs, ils ont quel âge? Ça se situe entre 18-35, le cœur de cible? On n'a pas fait d'études, on n'y réfléchit pas plus que ça.
on se doute qu'aujourd'hui on reste quand même dans un cercle un peu fermé de ce qu'on va appeler les bobos parisiens. Voilà, et il faudra qu'on arrive à sortir de ce cercle-là. C'est ça l'enjeu. Et c'est un peu dans ce sens-là d'ailleurs qu'on a réfléchi à un nouveau projet. C'est dans ce sens-là qu'on s'est dit si on sortait autre chose que ce magazine, qui effectivement est lu, qui est dans un temps long, qui est un bel objet qu'on peut mettre sur une table et revenir dessus, qui fait une centaine de pages à chaque fois, qui sort 4 fois par an. Mais ce soir, je crois que nous allons assister à un grand moment à partir de 18, c'est ça, 18 minuit ? Ouais, à partir de 18, Qu'est-ce qui se passe alors ? Vous sortez du milieu de la presse, on continue dans les médias ? Non, on continue. Ouais, en fait, on s'est dit, on ne croyait pas trop quand on était capable de lancer un magazine, et donc on s'est dit, on va lancer en fait une radio. Et si on lançait une radio ? Et si on lançait une radio, voilà. Donc un peu à la mode des radios libres des années 80. So Good Radio. Donc on sort So Good Radio effectivement ce soir. Donc en fait c'est on pense qu'il y a pour raconter des histoires, l'oralité finalement est un outil qui est merveilleux. On pense qu'il y a un nouvel usage qui est en train de se mettre en place sur le domaine de l'audio. On le voit avec plein de choses qui sont en train de se mettre en place sur des plateformes, notamment Clubhouse, etc. Donc on se dit il y a quelque chose qui est en train de se produire. Et puis on a la chance d'avoir Deezer et Spotify qui ont accepté de jouer le jeu avec nous. Donc en fait ça va être une radio, ça va être des podcasts, ça va être en fait des programmes qu'on va faire vivre sur différents supports. Nous on n'a pas vocation à vendre une audience, on a vocation à raconter ces histoires, à la raconter nous avec donc il y a Faisez tous comme moi qui va être une quotidienne. Donc tous les jours on va avoir une émission qui va parler de l'actualité de manière positive. On a plein d'émissions qui vont se mettre en place qu'on a créées nous-mêmes, ou qu'on est allé curater parce qu'il existe beaucoup de podcasts qui sont géniaux et qu'on va proposer de venir mettre en émission chez nous, et puis qu'on va co-designer avec certains de nos partenaires par rapport à ça. Je fais juste un petit clin d'œil à celle qui est au milieu, parce que c'est un ami à moi qui va l'animer, qui s'appelle Michael Jérémiaz, qui est un ancien porte-drapeau olympique, qui a gagné 7 fois le Grand Chelem, que certains connaissent, qui va animer cette émission qui est Dis-moi oui Andy, qui est un sujet qui est vachement important, qui est la sexualité pour les handicapés. C'est un sujet dont on ne parle pas assez. Et donc voilà, typiquement, c'est ce type d'émission. On va avoir une vingtaine de programmes qu'on va lancer sur la biodiversité, sur l'agriculture, sur etc. Et voilà, qui vivront sur notre radio, qui vivront sur les plateformes de streaming, qui vivront un peu partout. Et pour terminer, vous avez quand même un intervenant de choix pour le lancement de cette radio. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je l'ai reçu qu'une fois, même pas dans mes émissions. Je l'ai reçu en événement avec La France s'engage, et en déjeunant ensemble. Effectivement, il y a une phrase que je trouve formidable que vous allez poser, et je vais vous laisser le dire. C'est: peut-on être président et écolo ? Vous allez dire ça à qui ce soir, Loïc Wikel ? Alors, moi, je vais pas dire. Enfin, je suis journaliste. Donc, non, effectivement, on a la chance d'avoir. Mais je dirais que c'est pas tant François Hollande. François Hollande vient avec un solution maker. Donc, c'est François Hollande. Oui, il y a François Hollande, effectivement, qui vient à ce lancement-là, mais il y a plein d'autres personnes qui viennent, qui sont Camille Etienne, Paul Duhan, qui est un mec qui est extraordinaire. Sarah Oramoun, on va parler un peu sport, on va parler politique, on va parler musique, on va parler agriculture, on va parler de plein de sujets. On va bien se marrer, parce que c'est quand même ça aussi l'objectif. Donc on vous invite tous à vous connecter. Donc c'est sur sogood.radio ou sogoodradio.fr. Mais je veux quand même ma réponse. Peut-on être président et être écolo ? C'est pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va peut-être y répondre à cette question-là. On va venir le challenger. Il vient avec un solution maker. On veut nous le challenger sur. Finalement, il était là pour la COP21 et avoir quelques petites anecdotes sur cette période-là qui nous intéressent. Une fois de plus, notre objectif, c'est d'inspirer le plus grand nombre. On espère que le magazine le fait et que la radio sera complémentaire par rapport à ça. Donc on est super content. Donc rendez-vous à 18h sur sogoodradio.fr. Voilà. En tout cas, bravo, continuez. Et merci. Puis merci à très bientôt, en tout cas, Loïc Wikel. Merci. Au revoir. Alors maintenant, on termine entre guillemets cette table ronde qui n'en est pas une, c'est une table linéaire et chacun arrive, etc. Et je suis ravie d'accueillir, et vous allez être complètement fascinés, passionnés par cette scientifique, entrepreneur, Déborah Prado. Vous allez nous parler d'Earthship Sisters. Voilà. Oui, c'est Pardo et pas Prado comme à Marseille, effectivement. Mais tu adores Marseille, tu y es souvent. Donc je te laisse la parole et en tout cas, vous allez être bouleversés. Merci Cyrielle pour cette annonce. Nous allons donc parler de la nouvelle vague.
Je voulais commencer cette présentation par une bonne nouvelle. Vous le savez peut-être pas, la population humaine est en train de naturellement se stabiliser à environ une dizaine de milliards de personnes sur la planète d'ici la fin du siècle. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on arrête cette croissance exponentielle qu'on a pu voir dans les années précédentes et sur laquelle on base encore parfois nos décisions. Le problème, c'est que autant il y a beaucoup d'humains sur la planète, autant notre empreinte environnementale est parfois beaucoup trop grande suivant les pays dans lesquels on vit, et en France en particulier, on est à 3 planètes utilisées chaque année au lieu d'une. Donc la position dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que oui, on parle énormément du Covid, on parle de la crise économique éventuelle qui est déjà en cours, qui va le suivre, on parle éventuellement du changement climatique, et aujourd'hui on est au Sustainable Leaders Forum, et moi, je voulais vous parler de la suite, celle qui me fait le plus peur en tant que scientifique spécialiste de la biodiversité, c'est la crise de la biodiversité qui va suivre tout ça et qui est tellement loin, qui est tellement distante qu'on n'en parle pas. Et pourtant, si vous regardez ces courbes qui sont enseignées dans une université où je ne suis pas allée, les courbes de diffusion de l'innovation, vous voyez que sur la courbe d'en bas, pour qu'une innovation soit adoptée par une majorité de personnes, on doit traverser ce que les spécialistes appellent un chasme. C'est-à-dire que, au départ, sur la courbe d'en haut, tout le monde va être influencé positivement par une innovation, puis on tombe dans les limbes de la difficulté de passage à l'action. Et pour moi, la crise Covid qu'on vient de vivre et qui est en train de se terminer a permis de passer ce chasme, de pouvoir enfin toucher la majorité de la population pour agir concrètement ensemble pour la protection de notre planète. Et donc, je suis ici avec ma double casquette. J'ai passé 8 ans dans la recherche internationale à faire des modèles mathématiques pour pouvoir comprendre pourquoi les populations d'albatros, comme ces magnifiques albatros à sourcils noirs qui nichent en Antarctique, s'éteignent à cause du changement climatique, de la pêche industrielle et de tous ces effets combinés alors qu'ils sont à l'autre bout de la planète. Et aujourd'hui, je suis devenue entrepreneur, maman, et le but de mon travail, c'est à travers Earthship Sisters de pouvoir inspirer le changement sociétal à travers un meilleur leadership de soi, un leadership qui peut être tourné vers l'environnement, vers les autres, en ayant aligné les valeurs que l'on porte avec son activité professionnelle à impact. Et donc, dans Earthship Sisters, on a fait notre travail, Cyrielle. On a trouvé notre raison d'être. C'est de permettre d'entreprendre au service de l'environnement à tout un chacun, grâce à des expériences qui transforment profondément les personnes en se connectant à la nature, qui sont sublimées par le féminin que nous portons tous et la puissance du collectif. Et justement, on le disait avant, les valeurs aujourd'hui qui vont permettre, je pense, de changer la société, c'est de remettre de l'enthousiasme, de remettre de l'aventure et bien entendu de partager pour que toutes nos compétences se mélangent pour atteindre des solutions concrètes pour le futur. Donc, Earthship Sisters, c'est tout un écosystème. On recrute chaque année 20 femmes qui vont entreprendre pour l'environnement. On les recrute au stade d'une idée et à la fin d'une année de formation en leadership, d'incubation de leur projet, elles peuvent passer à l'action concrète. Et ensuite, on les embarque pendant 15 jours dans une navigation qui va nous permettre d'aller au plus près des territoires pour apporter ces solutions auprès du grand public, auprès des écosystèmes d'experts de l'environnement, qui soient élus à l'environnement, qui soient directeurs RSE d'entreprise, et de parler également aux enfants pour qu'ils puissent voir des femmes qui arrivent par la mer et qui apportent des projets professionnels tels que par exemple des cabinets d'architecture durable, un stylo qui est infini, des box éducatives, enfin toutes ces femmes ont des projets complètement différents à apporter. Et les entreprises là-dedans, elles sont hyper importantes parce qu'elles deviennent mentors, mécènes de chacune des sisters et elles peuvent également sponsoriser toute l'expédition avec nos 3 voiliers. Nos objectifs, c'est aussi notre méthodologie. Et je vous en parlais tout à l'heure, c'est le fait, dans une première étape, de se reconnecter à soi, aux autres et avec la nature. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'inspirer et partager nos compétences. Le deuxième axe, c'est de pouvoir révéler le potentiel de leader de chacun pour être à la fois s'exprimer dans toute sa singularité, assumer nos forces, nos non-forces et devenir totalement performant pour devenir des ambassadeurs visibles de l'engagement environnemental. Et par la suite, on passe à l'action. Qu'on soit un territoire, qu'on soit une entreprise, qu'on soit une femme qui a envie d'entreprendre, on peut accompagner avec les compétences qu'on a chez Earthship, la création, le développement et l'impact de projets pour l'environnement.
Et la navigation, c'est notre outil. Elle permet, quand on prend la barre, quand on hisse les voiles, quand on largue les amarres, d'incarner le leadership et d'aller au plus près pour sensibiliser à l'environnement. Aujourd'hui, on veut devenir la référence en leadership environnemental. On est en train de créer des franchises sociales avec notre association aux États-Unis, au Mexique, au Maroc, en Tunisie. C'est en train de devenir très gros et on est basé à Marseille. Et ce que je voulais vous proposer, c'est que si vous souhaitez embarquer avec nous, on a un parcours de formation et d'inspiration pour embarquer les comités de direction en expédition, puis ensuite former les collaborateurs en leadership environnemental. On vous emmène à la voile et on passe au concret avec un créaton pour les actions RSE. Je voulais remercier tous les partenaires qui nous accompagnent et merci aussi à Vincent d'avoir organisé un aussi bel événement. Merci à tout le monde.